Avec ce SmackDown, j'ai compris que le mot YIT pouvait guérir n'importe quelle blessure. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 1er novembre 2024. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut pour cette vidéo, j'en demande un minimum 200. Et on se retrouve comme toujours en live cet après-midi à 15 h, soit sur ma chaîne YouTube ou soit sur ma chaîne Twitch. J'espère que vous serez présents à quelques heures de Crown Jewel. Le show va s'ouvrir avec la championne Nia Jax. Jax explique qu'elle obtient toujours ce qu'elle veut, comme elle a été Queen of the Ring et championne de la WWE. Liv Morgan va finalement l'interrompre, avec Dominic Mysterio et Raquel Rodriguez. Elle rappelle qu'elle a envoyé Becky Lynch à la retraite et qu'elle est devenue la plus grande championne de tous les temps, et que surtout, la dernière fois qu'elles se sont affrontées, Morgan a gagné. Tiffany Stratton va les interrompre. Elle explique qu'à Crown Jewel, ce sera surtout Tiffy Time, parce qu'elle va utiliser sa mallette. Stratton conseille à Jax et Liv Morgan de ne pas trop se rassurer, elle n'a pas encore fait son choix. Mais elle assure qu'elle va utiliser sa mallette lors de Crown Jewel et demande à Liv Morgan qu'en cas de victoire contre elle, si elle pouvait repartir avec Dominic Mysterio. Liv Morgan va finalement attaquer Tiffany Stratton et va appeler un arbitre pour avoir le premier match de la soirée. Alors c'est très ambitieux de la part de Triple H de commencer un show avec une promo entre Liv Morgan et Nia Jax, on va pas se mentir, parce que sur le papier ça pue quand même, et ça a un peu pué, même si ce n'était pas très long, ça a un peu pué. Le niveau s'est un peu relevé avec la présence de Tiffany Stratton et surtout le public a été très heureux de la voir, même si je n'aime pas beaucoup la phrase de Tiffany Stratton qui certes fait énormément réagir, le fait qu'elle demande à Liv Morgan si elle devient championne, et bien si elle pouvait prendre Dominic Mysterio, parce qu'encore une fois on fait des blagues autour de ce titre et le titre en devient presque secondaire. Là on fait une blague sur le fait de récupérer Dom Mysterio ou non, c'est marrant. Mais le titre, c'est quand même quelque chose d'hyper important. C'est ça qui devrait être la chose principale, la chose la plus importante dans cette histoire. Donc ça me gêne. On va donc avoir un match entre Liv Morgan et Tiffany Stratton. Malheureusement, ça part plutôt pas mal, mais ça ne dure pas très longtemps. Ça dure 2-3 minutes maximum. On a 2-3 beaux enchaînements, de la powerbomb, un beau codebreaker de Liv Morgan qui contre bien Tiffany Stratton. Mais ça ne va pas plus loin parce que l'arbitre va être distrait et Stratton pense pouvoir frapper Liv Morgan avec sa mallette, mais va se faire surprendre avec un roll-up, et ça va faire 1, ça va faire 2, ça va faire 3, victoire de Morgan. Après le match, Morgan veut s'en prendre à Stratton, mais c'est Nia Jax qui va faire le ménage, qui va s'en prendre à tout le monde, et qui va porter son Annihilator sur Liv Morgan pour terminer ce segment. Je pense que le mot c'est ambitieux, vraiment de la part de Triple H, commencer un show avec Liv Morgan, Nia Jax, puis un match vraiment court entre Morgan et Stratton, ouais. Triple H a vraiment de l'ambition. Est-ce que c'était une réussite? J'en suis pas persuadé. Les Street Profits font face aux Pretty Deadly, un combat pas hyper long là non plus, on est sur du 3-4 minutes, mais pour le coup c'était très divertissant. Les Pretty Deadly me font beaucoup rire sur un ring et surtout ils sont bons. Ils sont vraiment bons et depuis quelques semaines on parle de la qualité de cette division par équipe de SmackDown. Et bien encore une fois cette division nous montre qu'on peut compter sur elle chaque semaine. Parce que même là dans un match court je prends du plaisir. Les Pretty Deadly vont être très divertissants. Il y a 2-3 moments que j'ai beaucoup apprécié. Le moment où Montez-Ford veut faire le tag à Angelo Dawkins et les deux membres des Pretty Deadly veulent l'en empêcher mais vont se rater. Ou le moment où ils vont réussir à porter un codebreaker. Il y a une espèce de projection avec le dos, je ne pourrais même pas bien l'expliquer tellement c'est particulier et je n'ai jamais vu ça, mais le codebreaker était magnifique. Mais ça va se jouer à l'extérieur du ring parce que les Pretty Deadly veulent faire une mauvaise intervention, sauf que B-Fab elle est présente et va porter un enfourchement sur l'un des membres de Pretty Deadly. On va revenir sur le ring et les Street Profits vont remporter ce combat. Encore une fois, ça montre que même si tu n'as pas 10 minutes, eh bien tu peux faire des choses divertissantes, tout n'a pas besoin d'être hyper long. Naomi et Bayley font face à Indi Hartwell et Candice LeRae, un match très particulier parce qu'on l'a appris quelques heures avant le show. Indi Hartwell a été renvoyée par la WWE, elle fait partie d'une vague de licenciements, mais le show a été enregistré la semaine dernière. C'est pour cela que Indi Hartwell est bien présente lors de ce SmackDown. C'est toujours particulier de te dire que tu regardes un show avec quelqu'un qui n'est finalement plus là, qui n'est plus dans la compagnie. Bref, le match va durer 5 minutes, il n'est pas mauvais, mais alors on entend les mouches voler. D'habitude, la WWE sur les shows enregistrés n'hésite pas à rajouter des sons d'ambiance de la part du public. Là, on n'a rien, on a littéralement rien, du coup, c'est pas fou du tout.
on va jouer sur des tags qui n'ont pas été vus par les adversaires, surtout par Candice LeRae et Indy Hartwell qui vont se faire piéger sur la fin de match. Ils pensent que Bayley est bien celle autorisée à être sur le ring, sauf que ce n'est pas le cas, c'est bien Naomi, et Naomi va profiter de cela pour remporter ce combat et faire le tomber sur Candice LeRae. On parlait il y a 2 semaines d'un petit push pour Candice LeRae, elle avait fait le tombé gagnant sur Bayley, depuis elle a perdu 2 combats, des combats pas hyper longs, pas hyper intéressants. Ouais, bon le petit push, j'y ai cru, j'y crois beaucoup moins maintenant. Roman Reigns et Jimmy Uso sont sur le ring. Jimmy explique à Roman Reigns qu'il faut qu'il écoute et qu'il mette de l'eau dans son vin. Il l'a fait avec son frère Jay et il pense que Roman doit faire pareil. Il est temps pour lui de se réconcilier et qu'il faut le faire pour pouvoir gagner contre Solo Sikoa et ses sbires. Jey Uso va faire son arrivée. Il a accepté le 3 contre 3 à Crown Jewel pour la simple raison qu'il veut se venger de Solo Sikoa qui lui a fait perdre son titre intercontinental. Les problèmes entre eux ne vont pas se régler en un claquement de doigts. Il n'a pas oublié tout ce que Roman Reigns lui a fait subir, physiquement, mentalement, psychologiquement. Il est venu parce qu'il veut soutenir sa famille, mais il ne veut plus recevoir d'ordre de la part de Roman Reigns. Il n'est plus un larbin, il est son égal maintenant. Il précise que s'il y a une parole de travers, il n'hésitera pas à s'en aller. Roman Reigns va hésiter un long moment, puis va prendre le micro et va simplement répondre avec un yeet. Et les 3 catcheurs, comme à la bonne époque, vont lever leurs doigts pour terminer ce segment. Le segment était bon, surtout la promo de Jey Uso, c'est surtout sa promo qui fait toute la différence et c'est normal, c'est lui le point important de l'histoire, en tout cas de cette histoire précisément actuellement, c'est lui le plus important. J'aime beaucoup le fait que Jey rappelle que Reigns lui a certes fait des dégâts physiques, mais aussi beaucoup de dégâts psychologiques, ça c'est important. J'ai quand même un problème, pour moi, c'est encore une fois que c'est trop tôt. Je n'ai pas cet investissement que le public a, parce que dès que Roman Reigns va dire yeet, le public va exploser. Donc moi je suis bien conscient que je ne fais pas partie de la majorité et du public en live, bien sûr, et je l'ai déjà répété. Mais pour moi c'est bien trop tôt et je n'ai pas cet investissement-là. Je n'aime pas aussi que Roman Reigns n'ait même pas besoin de s'excuser ou quoi que ce soit. Il a simplement besoin de dire yeet et tout le monde est de son côté. Jey se ramène de son côté, Jimmy est déjà à ses côtés. Bref, pour moi c'est trop facile. Pour moi ça arrive trop vite et c'est trop facile pour Roman Reigns. Un simple yeet et tout est pardonné. Match à 4 entre Io Sky, Bianca Belair, Lash Legend et Piper Niven. Les 4 représentent leur équipe qui vont s'affronter aujourd'hui lors de Crown Jewel. Et le match était vraiment bon, on va leur laisser pas mal de temps, on va être sur du 8-9 minutes et j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en plus de cela le match va certes se jouer à l'intérieur du ring mais à l'extérieur du ring le membre de l'équipe qui n'est pas dans le combat va bien avoir un rôle, on va avoir des interventions en veux-tu en voilà et c'est hyper divertissant. Il n'y a pas une ambiance de dingue encore une fois mais je rappelle que c'est un show enregistré et donc je n'en veux pas totalement au public. Dans ce match une nouvelle fois on essaye de mettre en avant Lash Legend pour mon plus grand plaisir, elle fait une belle prestation, on nous la met comme quelqu'un de forte, de puissante, qui est capable de rivaliser avec la puissance d'une Bianca Belair ou la puissance d'une Piper Niven, et ça ce n'est pas rien. Même à l'extérieur du ring, Jakara Jackson va avoir ses moments à elle, donc ouais, on met en avant cette équipe de NXT, enfin, je ne sais même plus si aujourd'hui je peux appeler cette équipe une équipe de NXT, et ce match me rappelle une nouvelle fois qu'il me tarde de revoir Bianca Belair en solo. J'aime bien son équipe avec Jade Cargill, mais en solo, Bianca Belair c'est quand même autre chose, elle fait encore une superbe performance. De toute façon, toutes les 4 femmes sur le ring, Io Sky, Piper Niven, Bianca Belair et Lash Legend font une belle performance. Je n'ai rien à dire là-dessus. Ça va se jouer à l'extérieur du ring avec pas mal d'interventions, avec une Cargill qui va prendre l'avantage, mais finalement Lash Legend va s'en prendre à elle, mais elle va prendre le KOD de Bianca Belair, sauf que Io Sky va lui porter son moonsault. Io Sky va faire le tombé gagnant sur Lash Legend et remporter ce combat. Comme l'a commenté Michael Cole, c'est exactement ce qu'il pourrait arriver lors de Crown Jewel avec une Io Sky qui vole la victoire dans les derniers instants. Moi en tout cas c'est mon pronostic, je vois Damage Control devenir les nouvelles championnes par équipe. Et le main event, Cody Rhodes et Randy Orton font face à Imperium, Gunther et Ludwig Kaiser. Alors le match est totalement anodin, vraiment il n'y a rien à retenir de ce combat. C'est un match très basique, très classique, on ne s'est vraiment pas embêté.
Et c'est plutôt normal, on a des hommes qui vont combattre aujourd'hui lors de Crown Jewel, à une semaine de Crown Jewel, parce que le show a été enregistré, je le rappelle, tu ne vas pas faire des folies. Et en plus de cela, Gunther contre Cody Rhodes a été pas mal protégé, c'est-à-dire que les deux vont se retrouver sur le ring à quelques moments, à quelques reprises, mais ne vont pas y faire grand-chose. Je veux dire, c'est pas avec ces quelques secondes, ces quelques minutes là ensemble sur le ring qui vont me ruiner l'expérience du Gunther Cody Rhodes lors de Crown Jewel. On a quand même bien protéger cette affiche. Non, la seule chose qui m'a fait plaisir, c'est de voir Randy Orton et Cody Rhodes ensemble, en équipe. Je ne sais pas pour vous, mais moi, évidemment, ça me rappelle les heures Legacy et ça me touche beaucoup. Ça me rend particulièrement heureux de les voir ensemble en 2024, de les voir faire équipe comme il y a quasi 15 ans maintenant. On pourra noter aussi que lors d'un segment backstage, Cody Rhodes et Randy Orton ont parlé et une nouvelle fois, Randy Orton avait les yeux rivés sur le titre de Cody Rhodes. Ça fait déjà quelques mois qu'on le dit, ce n'est pas anodin. Bien sûr que non, ce n'est pas anodin du tout. Bref, pour en revenir à ce combat, on va pas réellement s'embêter comme je l'ai dit, on va simplement avoir un RKO de Randy Orton sur Gunther, le crossroad de Cody sur Ludwig Kaiser qui va faire le tombé gagnant et remporter le match pour son équipe. Après le match, ils vont célébrer tranquillement, mais pas si tranquillement que ça parce que Kevin Owens va s'en prendre à Randy Orton avec une chaise et on pourrait peut-être voir un Randy Orton affaibli lors de Crown Jewel, on peut se poser la question. Et de l'autre côté, Cody Rhodes lui aussi va se faire attaquer par Gunther et va prendre le slipper de Gunther pour terminer le show. Bref, les babyface terminent ce show dans une très mauvaise position avant le show Crown Jewel qui aura lieu dans quelques heures. Bilan de ce SmackDown, on va aller sur un 7 sur 10 de mon côté. Encore une fois, c'est un show enregistré, donc très compliqué à noter. Pas mal de choses avaient fuité, pas mal de choses avaient été spoilées par les gens sur les réseaux sociaux, donc c'était compliqué d'être hypé par ce show. En plus de cela, show enregistré, donc public pas hyper bouillant. Bref, t'avais tout pour que ce show soit pas hyper agréable à voir, mais on a eu 2-3 bons petits combats. Je pense évidemment à ce match à 4 au niveau des femmes, le match tag des Street Profits et des Pretty Deadly, je l'ai bien aimé, le main event c'était bof, et le segment de la Bloodline était divertissant, même si encore une fois moi j'ai un problème avec ce segment là et avec la construction autour de cette histoire. Bref, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Nous on se retrouve donc en live aujourd'hui à 15 h, que ce soit ici sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch. On sera en live à quelques heures de Crown Jewel pour parler de ce SmackDown, mais aussi pour parler de Crown Jewel, vos impressions à quelques minutes du show. Bref, je vous donne rendez-vous cet après-midi. Salut.